tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Alpoké, une édition un petit peu particulière puisque ce sont les fêtes de fin d'année. Alors nous, on va regarder les meilleurs moments du hockey de cette fin de saison. Et on commence sans plus tarder avec le résumé de la rencontre France-Russie. Ce sont des images fournies par l'équipe 21. Marqué par le numéro 16, Sergei Plotnikov, assisté du numéro 90. Minutes 35, troisième but pour l'équipe de Russie, marqué par le numéro 97, Maxime Karpov, assisté du numéro 90. Minutes 30 secondes, fin de pénalité pour l'équipe de France. But pour l'équipe de Russie, marqué par le numéro 97, Maxime Karpov, assisté du numéro 2, Yuri Alexandrov. At 56 minutes 59, goal for the Russian team scored by the number. « 59 minutes 47 secondes. But pour l'équipe de Russie, marqué par le numéro 9, Daniel Apaltov, assisté du numéro 1. Best player, Team Russia.
On continue avec l'entraîneur des Diables Rouges, Luciano Basile, qui était au micro de Romaric Ponce. Ils sont allés patiner sur la glace de René Froger. Salut Luciano. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir ici, dans votre deuxième maison, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Oui. Si vous demandez à ma compagne, c'est ce qu'elle va vous dire. Alors justement, pour quelqu'un qui est né à Montréal, dont les parents sont originaires d'Avellino, c'est à côté de Naples, hein, c'est ça en Italie? C'est ça, c'est pas loin de Naples. Ouais. Comment on arrive ici sur le banc briançonnais? Après avoir fini mes études universitaires, j'avais été invité par un professeur d'université, Georges Larivière, qui avait été mandaté pour encadrer le hockey italien, et il avait besoin de quelqu'un qui avait à la fois une formation universitaire, mais aussi quelqu'un qui parlait italien pour intervenir auprès des entraîneurs italiens. J'avais été tout juste à la fin de mes études à Montréal, et en 90, je pensais que c'était pour une expérience de 6 mois. Finalement, je suis jamais vraiment reparti de l'Europe. Je suis resté 9 ans en Italie, j'ai entraîné 2 ans en Allemagne, 2 ans en Espagne, et 10 ans maintenant ici à Briançon. Vous êtes régulièrement sur ce banc, là, dans chaque match, tous les matchs ici à Briançon. En tant qu'entraîneur sur un banc, Luciano, vous êtes plutôt le Saint-Laurent de Montréal ou le Vésuve de Naples sur le tempérament? Plutôt calme ou plutôt explosif? Je pense que les deux. J'aime pas sur le banc trop m'agiter, parce que voilà, il faut que un entraîneur, bon, il y a 20 ans, on aimait beaucoup les entraîneurs qui gueulaient auprès des joueurs, tout ça, mais aujourd'hui, si on regarde des équipes de haut niveau, déjà, on est 3-4 derrière le banc, parce que l'entraîneur-chef, lui, il doit être calme, parce que c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui doit analyser, qui doit voir ce que l'adversaire fait, qui est sur la glace, essayer des fois de faire en sorte que tu as la ligne que tu veux contre la ligne qui est sur la glace. Tu dois aussi analyser le jeu, et donc quand les battements de cœur, il faut garder, aujourd'hui, je dirais à un jeune entraîneur, il faut que tes battements de cœur restent bas. Tu peux pas t'exciter derrière le banc, parce que toute excitation porte à moins d'analyse, et donc pas faire son boulot. Après ça, oui, il y a de la passion derrière, et puis d'autres choses, c'est que voilà, en public, je suis comme un papa qui n'a pas envie d'engueuler son enfant en place publique. Ça se fait pas, ça se fait en privé. Je veux dire, s'il faut secouer ou s'il faut pousser ou il faut donner un peu d'énergie au groupe, j'ai tendance à le faire plutôt dans le vestiaire. Ici, je veux dire, les joueurs, ils sont tous à découvert. Il faut pas. Je ne crois pas que l'humiliation est un bon moyen à long terme pour motiver un joueur. Alors on va se rendre sur le milieu de la glace maintenant. Luciano, il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était fin octobre, premier engagement en tant qu'entraîneur de Briançon ici même. Ça doit être l'un des souvenirs sur ce milieu de la glace qui vous revient, mais quel est peut-être le plus poignant ici même, là, dans ce centre de glace? J'en ai 3 en tête. Celui qui me revient le plus, c'est lorsqu'on a fêté tout ce que nous avait apporté Alain Bérou quand il est décédé. Ça avait été un moment avec beaucoup d'émotion. On était tous là au centre de la glace. C'est un moment très, très, très important. Je pense que voilà, il faut toujours rappeler qu'on est tous là, parce que il y a 10 ans, quand je suis arrivé, il y avait un homme, Alain Bérou, qui avait une réelle vision, une passion pour le hockey, puis il savait ce que l'équipe de hockey pouvait apporter à cette ville.
Et c'est aussi grâce à cette vision qu'on est là aujourd'hui et qu'on a pu construire sur cette vision-là pour en être rendu là. Après ça, il y a eu d'autres moments, les 10 ans, ça, c'est la première et dernière fois que je vais le faire. Je ne me vois pas être dans un autre club pendant 10 ans. Je peux partir demain d'ici, mais ça ne sera pas pour entraîner 10 ans ailleurs, quoi. Je ne pense pas. Ça n'arrive pas souvent, ça, pour un entraîneur. Donc, et aujourd'hui, si jamais je devais partir, ben, je suis content de l'avoir fêté ces 10 ans. C'est un chapitre qui a quand même est déjà fermé pour moi. Et donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout le temps que je peux rester ici, c'est du bonus. Après ça, il y a aussi le retrait du maillot d'Edo Terglav qui a été fait au centre avec son épouse Chantal et ses enfants qui étaient là au centre de la glace. Oui, le maillot qui est là. Numéro 9 là-haut. Oui, et ça aussi, ça a été un moment important. Je dirais que ces 3 moments-là au centre de la glace ont été les plus importants. On va se déplacer du côté de la ligne bleue maintenant. Bon, Luciano, il y a des CP qui nous ont rejoints là. Il y a peut-être un futur Basile chez eux, non? Ouais, je préférerais plutôt un futur Sébastien Roy ou Marc-André Bernier qui profitent déjà du jeu et de jouer parce que le mieux, c'est pas de coacher, c'est de jouer. Hein? Mais bon, s'il y a des futurs hockeyeurs, ben, tant mieux. On est sur la ligne bleue, là. Ligne bleue qui, pour un coach comme vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est plus, ça a plus une idée offensive dans votre esprit, une ligne bleue, ou plutôt défensive? Les deux. Le jeu sur les 2 lignes bleues sont importantes. À la ligne bleue défensive, là, on est devant notre cage du premier et 3e tiers. On demande beaucoup à nos défenseurs, nos attaquants, d'obliger l'adversaire à mettre le palet dans le fond. C'est-à-dire, on ne veut pas reculer de la ligne bleue, on veut le moins possible laisser l'adversaire rentrer avec possession du palet. Donc, il faut être plusieurs. Il faut avoir des défenseurs, il faut avoir des attaquants qui poussent derrière. Il faut revenir sur les attaques avec le plus de monde possible pour que nos défenseurs puissent tenir la ligne bleue, ce qu'on appelle tenir la ligne bleue, pour obliger l'adversaire à mettre le palet dans le fond et pas y aller avec le contrôle. Pour faire ça, il faut du monde. Après ça, la ligne bleue offensive, c'est surtout important avec le palet de ne pas prendre trop de risques. Les supporters aiment beaucoup le jeu spectaculaire. Les entraîneurs à la ligne bleue offensive veulent ne surtout pas perdre le palet là, parce que c'est l'endroit le plus dangereux pour une perte de possession, parce que à la fois l'adversaire a de l'espace, parce que de la ligne bleue offensive à la cage, il y a quand même beaucoup d'espace, il y a de l'espace et il y a du temps pour contre-attaquer. On a vu, surtout ici à Briançon, les équipes viennent souvent ici, nous respectent beaucoup, jouent beaucoup en contre. Et comme on a vu sur le dernier match Dijon, et aussitôt qu'on récupère des palets à la ligne bleue offensive, c'est pour ça des fois il faut mettre le palet dans le fond. Parce que c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est quand même moins risqué que de dribbler à la ligne bleue offensive, de perdre le palet, de donner 40 mètres d'espace à l'adversaire pour attaquer ta cage quand les attaquants peut-être sont au-delà de la ligne bleue. Voilà. Alors justement, nous on va contre-attaquer, on va aller de l'autre côté, devant la cage. OK. Il y a une statistique dont j'aimerais vous entendre parler qui n'est pas forcément liée à l'offensive dans cette zone-là, qui est plutôt liée aux infériorités numériques cette saison. 96,36% de pénalités tuées. Ça se passe dans ce carré-là, hein, en règle générale. C'est une statistique énorme. Comment vous faites en fait pour avoir une statistique comme ça avec vos joueurs? Déjà, dans ma construction de l'équipe, j'ai gardé des joueurs qui sont hyper efficaces. Aujourd'hui, notre première unité d'infériorité numérique, elle est la meilleure en France. Et on parle de Sébastien Roy, de Mathieu Frécon, de Victor Schellig et de Teddy Trébuchet. Et ces 4-là ensemble, ils sont solidaires, ils bloquent des tirs, ils sont vifs. Matt Frécon, il n'y a pas ce statistique-là, il ne se tient pas en France, mais je suis sûr et certain que c'est le joueur qui bloque le plus de tirs en Ligue Magnus. Donc on s'épate devant Dave Labrec, Marc-André Bernier, Martin Gascon, Danick Bouchard, mais on il regarde... peut-être pas, mais il les empêche. Ouais. Après ça, j'ai eu cette idée-là la dernière minute, l'année passée, à Bercy.
Quand on avait tenu, après la blessure à Weissopol, quand on avait tenu sur la glace, c'était avec Mathieu Frécon, Sébastien Roy, Victor Schillig et Teddy Trabichet. Et je me suis dit, ça serait bien de partir avec une unité qui est déjà en place. Après ça, j'ai construit une deuxième unité avec Bisaillon, Crowley à l'arrière et Damien Roux et Pierre-Antoine Devin qui font aussi un bon boulot comme deuxième. J'utilise ces joueurs-là en particulier et en même temps, ils sont hyper efficaces et ils donnent aussi la possibilité à nos gros joueurs offensifs comme Labrec, Bernier, Carney, Ankerst, Jensen, exemple, de ne pas gaspiller d'énergie dans ces infériorités-là et d'être encore plus performant quand il y a le moment pour jouer offensif. Ajoutez à cela que Briançon est l'équipe la moins pénalisée dans cette première partie de saison de la Ligue Magnus et on comprend pourquoi on a une stat pareille. Bon, Luciano, avant de vous laisser préparer l'entraînement qui doit déjà être prêt, les premiers joueurs arrivent. Une dernière question. Noël approche. Qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël pour les Diables Rouges cette année? Je sais qu'on n'est pas programmé pour, qu'on a quelque part pas le droit de rêver parce que voilà, on est aujourd'hui, je le répète souvent, parce qu'on a tendance à prendre les choses pour acquises et d'oublier qui on est et d'où on vient. Aujourd'hui, Briançon n'a même pas un budget de top 4 en France. Amiens, Grenoble, Angers et Rouen sont loin devant nous. Pas quelque peu, mais loin devant nous. Mais voilà, on a aussi le droit de rêver. Le rêve, c'est ce qui nous garde jeunes, c'est l'espoir et tout dans la vie. Et voilà, s'il faudrait que je demande quelque chose au Père Noël, c'est de conclure ce parcours, cette aventure qui dure depuis 10 ans et d'être couronné champion de France. Je sais qu'on n'est pas programmé pour, je sais qu'on a moins de moyens, je sais tout ça, mais voilà, si on a 10% de chance, je pense que, voilà, si on me dit que tu as 10% de chance d'être champion de France, c'est pas beaucoup, mais si quelqu'un me dirait que j'aurais 10% de chance de gagner la loterie, j'irais acheter des billets, hein, donc c'est déjà pas mal d'avoir 10% de chance. Merci beaucoup, Luciano, et rendez-vous au Winter Game. Merci. Allez. Voilà, l'émission touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes en notre compagnie sur DC TV. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.